Et si, ce matin-là, l'Afrique avait enfin repris la main sur son destin numérique? Et si la révolution la plus décisive de ce siècle naissait loin des armes, dans le silence feutré des serveurs et la discrétion des lignes de code? Réfléchissez un instant. Imaginez la scène. Dans une capitale d'Afrique de l'Ouest, le soleil vient à peine d'effleurer les toits de tôle. Les rues sont calmes, les marchés dorment encore. Un événement hors du commun s'apprête à bouleverser l'histoire du continent. Pour la première fois, une nation africaine va affirmer, haut et fort, que son avenir numérique ne se négocie plus. Cette révolution, silencieuse pour certains, tonitruante pour d'autres, commence sans bruit, mais porte en elle la promesse de transformer l'équilibre mondial. Pendant des décennies, on a entendu partout que jamais un chef africain n'oserait défier frontalement les géants mondiaux de la technologie. Il se disait que les satellites, les câbles sous-marins, les caméras intelligentes formaient des murailles infranchissables. On murmurait que l'Afrique resterait éternellement dépendante, simple spectatrice d'un progrès qui ne lui appartiendrait jamais. Mais au Burkina Faso, un homme s'est levé pour faire mentir ses certitudes. Ibrahim Traoré. Président et militaire, il refuse que son pays demeure un pion, surveillé à distance, réduit à une somme de données anonymes, à des courbes sur des écrans étrangers. Pour comprendre la portée de son acte, rappelons-nous quelques moments clés de l'histoire africaine. Lorsque Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, proclama l'indépendance de son pays, il disait « Notre indépendance n'aura de sens que si elle est totale, politique, économique et culturelle ». Aujourd'hui, dans l'ère numérique, cette indépendance s'étend à un nouveau champ de bataille, la maîtrise des données, des réseaux, des identités numériques. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lignée de leaders audacieux qui ont refusé la fatalité. À l'aube, sans discours tonitruant ni violence, Traoré déclenche l'opération Downlight. Une mission audacieuse, minutieusement planifiée dans l'ombre pour reprendre la maîtrise intégrale des réseaux, des serveurs et des données circulant sur le territoire burkinabé. Il ne s'agit pas d'une guerre, ni d'une vengeance, mais d'une déclaration puissante. Un peuple exige enfin respect, souveraineté et contrôle de son identité numérique. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce sursaut au Burkina Faso? Et pourquoi devient-il si urgent de protéger le patrimoine numérique africain? Derrière chaque octet exilé, chaque serveur hébergé loin du continent, se cache bien plus qu'une question technique. C'est la mémoire collective, la dignité, la richesse future qui sont en jeu. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Cette vérité, déjà comprise par les empires coloniaux du passé, se vérifie aujourd'hui dans l'invisible des data centers. Autrefois, on pillait l'or et les diamants. Aujourd'hui, ce sont les données qui deviennent le nouvel Eldorado. Prenons un exemple concret. Au début des années 2010, un pays comme le Nigeria s'est rendu compte que la quasi-totalité de ses données gouvernementales étaient stockées sur des serveurs en Angleterre et aux États-Unis. Lorsqu'une crise politique a éclaté, ce sont les partenaires étrangers qui ont pu, en quelques clics, geler, ralentir ou surveiller les transactions vitales du pays. Ce précédent a servi de leçon à d'autres nations africaines. La dépendance numérique est une fragilité mortelle. Au Burkina Faso, la situation est encore plus alarmante. Des entreprises étrangères s'infiltrent sous couvert de développement. Elles promettent des réseaux plus rapides, des emplois, des investissements massifs. Mais derrière ces offres séduisantes se cachent d'autres intentions, plus obscures. Des antennes flambant neuves s'élèvent sur les écoles, des câbles serpentent sous les rues de Ouagadougou, et des techniciens forment des équipes locales. À chaque chantier, des réseaux secrets émergent, capables d'espionner chaque flux numérique. Ce qui ressemble à un partenariat cache une mainmise silencieuse. Chaque conversation, chaque donnée, chaque décision devient vulnérable. Ibrahim Traoré, chef d'État lucide, sent rapidement l'anomalie. Les chantiers avancent à une allure suspecte. L'accès aux centres de données reste verrouillé par des experts étrangers et les plans techniques fournis sont volontairement incomplets. Il ordonne une enquête approfondie, remonter les connexions, suivre les paquets de données, dévoiler leur destination réelle. Les premiers rapports tombent, glaçants. Des torrents entiers d'informations fuitent vers l'extérieur. Des conversations privées,
des réunions ministérielles, des secrets industriels sont interceptés et envoyés en Israël, en Angleterre, en France, aux États-Unis. Les réseaux d'espionnage se dissimulent au cœur même des infrastructures flambant neuves. Rien n'échappe à cette surveillance invisible. Ce scénario rappelle étrangement ce que vécut l'Inde au début des années 2000, lorsqu'elle découvrit que ses échanges diplomatiques étaient systématiquement surveillés par des puissances étrangères via des logiciels espions intégrés à ces systèmes d'exploitation importés. L'Inde, pour y remédier, a lancé une politique de souveraineté numérique ambitieuse, imposant le stockage local des données et développant des systèmes d'exploitation autochtones. Fermer les yeux, pour le Burkina Faso, ce serait accepter une servitude numérique irréversible. Renoncer à la vie privée, à la liberté de choisir son avenir. La souveraineté, naguère arrachée par la force, menace de disparaître dans l'opacité des algorithmes étrangers. Face à cette menace, Ibrahim Traoré sait qu'il doit agir vite. Il s'entoure d'une équipe restreinte, composée de hackers patriotes, d'ingénieurs chevronnés et de stratèges discrets. Tous partagent une conviction. Il n'est plus question de laisser l'histoire se répéter, cette fois-ci sous une autre forme. À l'aube du jour décisif, la résistance numérique se met en marche. Pas de discours, pas de slogan, seulement la précision, le silence, la volonté. Les équipes sont prêtes. Au signal, elles prennent position sur toute l'étendue du territoire. Il est 5 heures du matin. L'opération Downlight démarre dans l'ombre. Les serveurs changent de main, les réseaux sont coupés, les accès scellés, les preuves collectées avec minutie. Disque après disque, câble après câble, la vérité sur le pays se rapproche. Mais la découverte dépasse l'imaginable. Des archives entières de communications, de cartes, de messages privés dorment sur des serveurs étrangers. Toutes les données du Burkina Faso reposaient hors du continent. Ce n'était pas qu'une coopération technique. Derrière le mot « partenariat » se cachait une alliance secrète d'intérêts extérieurs. Entreprises et États étrangers tenaient l'infrastructure numérique du pays, l'utilisaient à leurs propres fins. L'Afrique entière était surveillée, analysée, disséquée, sans jamais avoir donné son consentement. Ce type de colonisation silencieuse s'est déjà produit ailleurs. En Amérique latine, par exemple, le scandale PRISM révélé par Edward Snowden en 2013 a montré que des millions de conversations privées, d'Américains comme de Brésiliens, étaient interceptées à des fins stratégiques. Dilma Rousseff, présidente du Brésil, avait alors ordonné la création d'un cloud national et le chiffrement des communications officielles. Ces précédents illustrent un basculement mondial vers la réappropriation des flux d'informations. La réaction mondiale ne tarde pas. Les ambassadeurs s'agitent, les médias internationaux s'enflamment, les condamnations pleuvent. Pourtant, dans les rues, dans les villages, un frisson parcourt la population. Ce n'est plus seulement une question de technologie. Il s'agit de dignité, de souveraineté, de l'avenir même du continent. Oser défier cet ordre expose le pays à l'isolement. Des menaces de sanctions, des pressions économiques et politiques deviennent réelles. Mais pour Traoré et son peuple, aucun autre prix ne compte, tant que la dignité collective est en jeu. Comment continuer à résister sans tomber dans l'autarcie ni sacrifier les acquis du numérique? Le Burkina Faso, pour éviter l'asphyxie, s'inspire d'exemples historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande, coincée entre l'URSS et l'Occident, a su préserver sa souveraineté technologique en développant ses propres systèmes de communication, tout en négociant pied à pied chaque coopération. À présent, la résistance doit choisir, céder et se soumettre, ou poursuivre la lutte malgré l'étau qui se resserre. Les prochaines heures sont décisives. Et si, pour la première fois, l'Afrique décidait d'écrire ses propres règles dans l'univers numérique? Cette idée, hier encore jugée utopique, s'invite aujourd'hui dans toutes les conversations. Depuis l'opération Downlight, une onde de choc traverse l'Afrique de l'Ouest. Des audits surgissent dans les ministères, des réseaux d'informaticiens émergent, des start-up locales se mobilisent. Le mot « insurrection numérique » commence à circuler. Ce n'est plus une simple riposte. C'est un mouvement sans précédent. 6 États franchissent le pas, déterminés à bâtir l'unité sur la souveraineté numérique.
Pour la première fois, ils ne se contentent pas de signer des accords abstraits. Ils s'assoient ensemble pour rédiger une charte, la Déclaration de Ouagadougou, qui pose les principes d'une Afrique maîtresse de son destin digital. Leur serment est radical. Transparence totale pour tous les réseaux étrangers opérant sur leur sol. Désormais, aucune donnée ne quitte le continent sans contrôle strict. La coopération devient la règle, mais chaque décision technique majeure doit passer devant un conseil panafricain. Les données seront hébergées et protégées sur le territoire africain, à l'abri des serveurs lointains et anonymes. De cette volonté naît le bouclier continental. Ce n'est pas une arme, mais un pacte de solidarité. Un engagement solennel. Plus jamais aucun État africain ne sera isolé face à la pression technologique extérieure. Invisible mais puissant, ce bouclier devient le socle de la nouvelle unité africaine. Pour illustrer cette dynamique, repensons à l'Union européenne qui, avec le RGPD, Règlement général sur la protection des données, a imposé de nouvelles règles du jeu aux géants du numérique. Désormais, des entreprises comme Google ou Facebook doivent respecter les normes européennes sous peine d'amendes faramineuses. L'Afrique, en créant son propre cadre, aspire à la même autonomie. À l'Ouest, c'est la stupeur. Dans les chancelleries, la panique affleure. Sur les plateaux télé, on ironise ou on doute. Mais sur le terrain, le basculement est palpable. Les universités créent leur propre cloud, les startups innovent pour les besoins locaux et les citoyens sentent la différence. La sécurité numérique n'est plus une illusion, mais une réalité qui change la vie quotidienne. Dans une famille burkinabé, par exemple, le père peut désormais ouvrir un compte bancaire en ligne sans craindre que ses données soient vendues à des tiers. Les écoliers apprennent à coder sur des plateformes développées localement, protégées par la législation nationale. Les agriculteurs bénéficient d'applications de météo connectées à des serveurs burkinabés, évitant ainsi la fuite de données stratégiques vers l'extérieur. Très vite, l'Afrique attire de nouveaux partenaires. Des nations, des entreprises, qui acceptent enfin de jouer selon les règles africaines. Investissement, transfert de technologie, tout devient négociable, mais toujours sur des bases décidées par l'Afrique elle-même. Par exemple, le Rwanda a pu imposer à des géants du paiement mobile que toutes les transactions transitent par des serveurs locaux, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité des flux financiers. Le prix de ce pari? Il est immense. Refuser l'unité, c'est courir vers l'ingérence, la dépendance et l'humiliation. Oser s'unir, c'est saisir l'autonomie, stimuler l'innovation et décrocher enfin le respect international. Jamais le choix n'a été aussi limpide, ni les conséquences aussi décisives. Mais cette révolution numérique ne va pas sans résistance ni menace. Déjà, des forces opposées s'organisent, prêtes à tout pour stopper cette marche vers l'indépendance. Des campagnes de désinformation éclatent sur les réseaux sociaux, orchestrées depuis l'étranger pour semer le doute. Certains leaders locaux, tentés par l'argent facile, cherchent à saboter l'unité. Mais la vigilance collective s'organise. Des associations citoyennes veillent à la transparence, des plateformes indépendantes vérifient la fiabilité des infrastructures, des ONG forment les populations à la cybersécurité. Quand la souveraineté devient une habitude, une discipline répétée chaque jour, le monde bascule. Ce n'est plus seulement une histoire de frontières ou de drapeaux. C'est l'avenir d'un continent tout entier qui se redessine, ligne après ligne, clic après clic. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'Internet file à toute allure. Les connexions sont plus rapides, plus accessibles et coûtent bien moins cher qu'hier. Cela n'a rien d'un miracle. Ce sont des milliers d'ingénieurs africains, formés sur leur propre terre, qui bâtissent ces réseaux et prennent leur place, chaque année, dans cette révolution numérique. Dans les écoles, on ne se contente plus d'apprendre à lire ou à compter. On transmet une idée nouvelle. Les données sont une richesse aussi précieuse que la terre, l'eau ou le minerai. Désormais, chaque élève comprend que chaque clic, chaque message, chaque photo partagée appartient d'abord à l'Afrique et à ses citoyens. La métamorphose s'inscrit dans la loi. Les gouvernements imposent désormais le stockage local des données. Il n'est plus question que le cœur numérique du pays soit hébergé ailleurs, hors de portée. Les nouveaux accords technologiques passent au crible d'audits minutieux, mot par mot,
pour empêcher qu'un acteur étranger ne s'empare de la richesse invisible du pays sans rendre de compte. Prenons le cas du secteur de la santé. Avant l'opération Downlight, les dossiers médicaux de milliers de patients étaient stockés sur des clouds étrangers. Désormais, chaque hôpital conserve ses archives sur des serveurs nationaux, avec un accès sécurisé pour les médecins locaux uniquement. Les scandales de fuite de données, fréquents auparavant, deviennent l'exception. La plus grande surprise, c'est ce qui naît de cette vigilance collective. L'Afrique cesse d'être un simple marché passif. Elle devient une actrice, une référence, un modèle pour toutes les régions du monde qui rêvent de reprendre la main sur leur destin numérique. L'Indonésie, confrontée aux mêmes défis, s'inspire de l'expérience africaine pour bâtir un cloud souverain et interdire la vente de données personnelles à l'étranger. La leçon essentielle: la liberté numérique ne s'offre pas, elle se conquiert, à force de discipline, de lucidité, d'efforts quotidiens. Chaque citoyen porte cette responsabilité, jusque dans les gestes les plus anodins de sa vie connectée. Par exemple, choisir un mot de passe fort, refuser les applications douteuses, ou interroger son opérateur sur la localisation de ses données, ce sont là les premières pierres de la souveraineté collective. Cette révolution n'est pas un bras de fer contre l'Occident. C'est une affirmation sereine, décider de ses propres règles, défendre ses ressources, restaurer la fierté de choisir pour soi-même. Loin des discours anti-impérialistes, il s'agit d'un acte de maturité, d'une invitation à la coopération fondée sur le respect mutuel. Mais attention, négliger cette discipline, c'est risquer une nouvelle forme de servitude, invisible mais implacable. L'exemple du Burkina Faso le démontre. La maîtrise collective, face aux géants du numérique, est non seulement possible, mais irrésistible. La bataille pour la souveraineté numérique ne fait que commencer. Reste à savoir si d'autres suivront cet exemple ou s'ils préféreront rester spectateurs de leur propre avenir. L'histoire récente montre que même les plus grands empires technologiques peuvent être questionnés. La Chine, face aux tentatives de surveillance étrangère, a bâti ses propres réseaux sociaux, ses propres clouds et imposé ses règles. L'Afrique, forte de sa diversité et de sa jeunesse, peut à son tour tracer son chemin. Si l'Afrique peut reconquérir sa liberté invisible, qu'attendons-nous, ailleurs dans le monde, pour défendre la nôtre? Regardons la vérité en face. Détourner les yeux, c'est choisir la facilité. Mais choisir la facilité, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire, tracent nos choix et exploitent nos richesses, sans jamais nous consulter. Ce que le Burkina Faso a osé réclamer, c'est bien plus qu'un contrôle technique de serveurs ou de câbles. C'est la reconquête d'un droit fondamental, celui de décider, seul, de ce qui nous appartient. Car aujourd'hui, la souveraineté se joue aussi dans l'invisible, dans la maîtrise de nos données, là où se dessinent nos vies à notre insu. Rester passif face à cette révolution numérique, ce serait accepter une nouvelle dépendance. Une dépendance invisible, souriante, mais tout aussi aliénante que celle d'hier. Laisser filer nos données, c'est laisser filer notre avenir, notre sécurité, notre dignité collective. Mais agir, même à petite échelle, c'est refuser la fatalité. Chacun a un rôle à jouer, des choix à faire, des questions à poser. La souveraineté numérique ne se limite pas au gouvernement. Elle commence dans chaque foyer, sur chaque écran, à chaque clic. Voici quelques étapes concrètes pour participer à cette reconquête. Premièrement, informez-vous. Lisez les conditions d'utilisation des services numériques, demandez où sont stockées vos données et qui y a accès. Deuxièmement, soutenez les plateformes locales et les startups africaines qui respectent la souveraineté des utilisateurs. Préférez un moteur de recherche national à un géant étranger chaque fois que c'est possible. Troisièmement, interpellez vos élus et vos institutions. Exigez des lois claires sur la protection des données, sur la localisation des serveurs et sur la transparence des partenariats technologiques. Quatrièmement, formez-vous et formez vos enfants. Apprenez les bases de la cybersécurité, initiez-les au code, faites d'eux des créateurs, pas seulement des consommateurs. Enfin, cultivez la vigilance collective. Partagez les bonnes pratiques, signalez les abus,
participer à la vie citoyenne numérique. La souveraineté, c'est l'affaire de tous. La vraie question n'est donc pas « est-ce possible ?», mais « sommes-nous prêts à exiger ce respect numérique pour nous et pour ceux qui viendront après nous ?» Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ont lancé un signal fort. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la main, pour refuser l'invasion invisible. La première victoire se remporte souvent dans le silence, le nôtre, ou celui de ceux qui nous observent. Sommes-nous prêts à sortir de ce silence, à faire entendre notre voix et à revendiquer le droit de choisir qui accède, stocke et exploite nos vies numériques? Rien n'est joué d'avance. L'Afrique l'a démontré. À nous, désormais, de décider si nous voulons redevenir les auteurs de notre destin numérique. Car dans un monde où les frontières deviennent invisibles et où chaque clic façonne notre avenir, la plus grande révolution commence peut-être dans le secret de nos serveurs, dans la discipline de nos choix, dans le courage de refuser la facilité. La souveraineté numérique, conquise au Burkina Faso, ne demande qu'à s'étendre. La question n'est plus « qui nous surveille ?», mais « qui veut vraiment se libérer ?» Oserons-nous à notre tour écrire